d'aussi loin que je me souvienne, la famille et les traditions ont toujours été au cœur de ma vie. En grandissant, j'ai vu mes parents élever notre foyer avec une stabilité qui laissait peu de place au doute ou à la méfiance. J'ai transposé leurs valeurs dans mon propre mariage, convaincu que l'amour, la loyauté et la transparence étaient les fondements de toute relation durable. Lorsque Tracy et moi avons échangé nos vœux, j'ai vraiment cru que nous construisions le même foyer solide que celui que j'avais connu enfant, un sanctuaire où rien ne pouvait ébranler les fondements de notre engagement. Au cours de ces 3 décennies passées ensemble, nous avons élevé une famille, surmonté des difficultés et célébré d'innombrables victoires. J'étais souvent fier de notre capacité à traverser les tempêtes de la vie en équipe. Si aucun mariage n'est parfait, je n'ai jamais soupçonné qu'un secret attendait de révéler tout ce qui m'était cher. Pourtant, alors même que je m'occupais de mon travail et de mes loisirs comme la généalogie, une passion que je partageais avec ma plus jeune fille, Marissa, une découverte inattendue me guettait, prête à bouleverser la vie que je croyais connaître. Soudain, une lumière s'est allumée dans mon esprit, comme dans les dessins animés lorsqu'un personnage découvre une explication ou trouve la réponse à une énigme. Oh mon Dieu, mon 3e enfant n'était pas vraiment le mien. C'était la fille biologique de quelqu'un d'autre. Je parlais à un représentant de généalogie.com pour lui demander pourquoi le test ADN de ma fille n'avait pas été traité après 10 semaines. Je lui avais offert le test comme cadeau de Noël supplémentaire et je lui avais fourni les informations nécessaires pour qu'il puisse retrouver les résultats. Après avoir attendu environ 5 minutes, le représentant est revenu et m'a assuré que le test était terminé. Au-delà de cela, c'était une affaire privée entre l'entreprise et la personne qui avait soumis l'échantillon. Il ne pouvait donc pas donner plus de détails. Mais si le test est terminé, pourquoi n'apparaît-elle pas dans mes correspondances ADN? Ai-je demandé, de plus en plus frustré. Monsieur, de nombreux facteurs pourraient expliquer pourquoi votre fille n'apparaît pas dans vos résultats ADN, mais je ne peux pas discuter des détails de ce test avec vous, a-t-il répondu, l'air légèrement irrité. C'est là que j'ai réalisé. De toute évidence, la raison la plus probable de son absence était qu'elle n'avait aucun lien génétique avec moi. J'ai raccroché, sous le choc. Je me souviens avoir appuyé sur le bouton rouge, raccroché, puis avoir fondu en larmes. L'instant d'après, j'étais allongé sur le canapé du salon, recroquevillé en position fœtale. À environ 15 minutes de ma pause déjeuner, j'ai appelé ma fille, pensant qu'elle était probablement en train de la sienne aussi, puisque nous travaillions sur le même fuseau horaire. Je savais qu'elle lisait généralement un livre à son bureau pendant le déjeuner, alors je n'avais pas peur de la déranger. Elle a répondu immédiatement. « Dis, papa, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, l'air un peu prudent. « Ma chérie, tu sais que je t'aime et que je te fais entièrement confiance, mais j'ai compris ce qui se passe avec le test ADN, ai-je dit en bluffant. J'ai appelé des généalogistes, et ils m'ont dit que le test avait été traité il y a 2 semaines. Elle a pris une inspiration brusque, suivie d'un long silence d'au moins 10 secondes. « Je sais, papa. Il faut vraiment qu'on parle, mais pas maintenant. Appelle-moi ce soir et assure-toi que maman n'est pas dans la pièce quand tu y seras. » En rentrant au bureau, j'avais l'esprit embrumé, et je dois avouer que je n'ai pas été d'une grande aide pour mon patron cet après-midi-là au bureau d'ingénierie. Tant de pensées me traversaient l'esprit, des questions que je ne pouvais pas chasser, mais surtout, celles qui revenaient sans cesse. Ma petite fille n'est pas vraiment ma petite fille. Étant doué pour résoudre les problèmes, je savais que je devais me concentrer et aborder les choses étape par étape. Après tout, je n'avais pas atteint le poste de vice-président de l'ingénierie chez Sicapous Electronics en me laissant aller. Pour l'instant, il me fallait traiter ce désordre personnel comme un projet. Le décomposer, le gérer pièce par pièce. C'était le conseil que le vieux Dwayne Sicapous m'avait donné des années plus tôt, lorsqu'il m'avait embauché dès ma sortie de l'université Purdue pour rejoindre son entreprise en pleine expansion. Sous la direction de Dwayne et avec moi à ses côtés, Sicapous Electronics était devenu un acteur majeur du secteur et nous avions tous deux réussi. Je gagnais bien ma vie, bénéficiais d'avantages sociaux intéressants et collaborais avec des collègues talentueux, et à la maison, c'était encore mieux. J'avais une femme formidable et 3 enfants merveilleux. Finalement, les enfants ont grandi, ont pris leur vie en main, se sont mariés et ont fondé leur propre famille. La maison semblait plus vide au début, mais après la solitude initiale liée au départ de parents séparés, nous avons eu l'impression de retrouver une énergie nouvelle en tant que couple. Mais aujourd'hui, en repensant aux mois écoulés, je me suis rendu compte que quelques incidents mineurs avaient mis en lumière quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Comme l'appel téléphonique de Marissa à Tracy il y a environ 2 semaines.
Nous étions assis ensemble dans le salon un mardi soir lorsque le téléphone de Tracy a sonné. Elle y a jeté un coup d'œil, a dit que c'était Marissa et a décroché. La conversation a duré environ 5 minutes, Tracy répondant principalement par oui et par non. J'ai remarqué que des larmes commençaient à lui monter aux yeux. Quand elle a raccroché, je lui ai demandé si tout allait bien, et elle m'a dit que le chat de Marissa était malade. Ce n'est pas grave, m'a-t-elle rassuré, même si elle a semblé un peu perturbée par la suite. J'ai trouvé étrange qu'elle soit si bouleversée par la santé du chat, presque comme si c'était plus qu'un simple problème animalier. C'est probablement à ce moment-là que Marissa l'a appris. Tracy n'était pas au courant du test que je lui avais envoyé. Pour être honnête, je n'y avais pas vraiment prêté attention sur le moment. Marissa était la seule de nos enfants à s'intéresser réellement à la généalogie, alors je lui ai acheté un kit ADN d'ascendance. Je m'intéresse à l'histoire familiale depuis des années et j'aimais l'aspect ADN, alors je pensais que Marissa apprécierait. Finalement, je me suis complètement trompé. De retour à la maison, j'ai fait de mon mieux pour me comporter normalement avec Tracy, même si je bouillonnais de rage. Avance pas à pas, me répétais-je sans cesse. J'ai rencontré Tracy pendant ma 2e année à Purdue, mais nous n'avons commencé à sortir ensemble qu'en terminale. Nous nous sommes mariés un an après l'obtention de notre diplôme, il y a 31 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais dit que l'épouser avait été la meilleure décision de ma vie. Même aujourd'hui, à 54 ans, elle est magnifique. Malgré ses 3 enfants, elle fait régulièrement du sport et on dirait qu'elle a la trentaine. Elle a toujours été drôle, pleine d'esprit, et depuis 30 ans, j'étais impatient de vieillir avec elle. Vers 20 heures, j'ai dit à Tracy que je devais passer un coup de fil rapide pour un projet professionnel et je me suis excusé. J'ai pris une veste et je suis sorti sur la balancelle du Porsche, voulant lui parler en privé. Une fois là-bas, j'ai composé le numéro de Marissa, sachant que quelque chose clochait dès qu'elle a décroché. Marissa s'est immédiatement excusée, expliquant qu'elle aurait dû me le dire plus tôt, mais que sa mère lui avait demandé d'attendre de pouvoir me parler d'abord. Elle était visiblement bouleversée et sa voix tremblait en parlant. Je l'ai rassurée, essayant de rester calme et de lui dire que je n'étais pas en colère. Je lui ai rappelé que cette situation n'était pas de sa faute. Elle aussi était victime. Sa respiration était saccadée, et je voyais bien qu'elle avait du mal à contenir ses émotions. Je lui ai dit que rien ne changerait entre nous, que j'étais toujours son père, et qu'elle était toujours ma citrouille, comme je l'avais toujours appelée. Je lui ai assuré que l'amour que j'avais pour elle et ses frères et sœurs était inconditionnel et ne s'éteindrait pas, à moins, bien sûr, qu'elle ne veuille plus que je l'aime. Cela a suffi à la briser. Je l'entendais sangloter de façon incontrôlable à l'autre bout du fil, ses mots sortant en désordre. Elle pleurait qu'elle m'aimait et ne voulait personne d'autre que moi. J'ai essayé de la réconforter, lui disant qu'elle était toujours ma citrouille et que je ne la blâmais pour rien. Au bout d'un moment, j'ai changé de sujet et lui ai expliqué que, même si je ne voulais pas l'impliquer davantage, elle était ma meilleure source d'informations concernant les résultats du test ADN. Je lui ai assuré que nous n'aborderions pas les autres points qui compliquaient tout, afin qu'elle ne se sente pas prise au piège. Mais j'avais besoin de savoir si elle avait des correspondances ADN. Elle a soupiré profondément avant de m'annoncer qu'elle en avait bel et bien une. Amanda Anderson est apparue comme sa demi-sœur. J'étais abasourdi. Amanda, la fille d'oncle George et de tante Janie. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. J'ai murmuré, incrédule, et Marissa, essayant encore de se reprendre, s'est excusée à voix basse, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je l'ai rapidement rassurée, lui rappelant que ce n'était pas sa faute et qu'elle ne me devait pas d'excuses. J'ai fait de mon mieux pour garder mon sang-froid, mais intérieurement, je sentais le poids de tout s'écrouler. Il m'est apparu clairement que George Anderson, l'oncle George pour mes enfants, le juge d'appel George Anderson pour le public, était le père biologique de Marissa. J'ai eu une frénésie mentale. Cela signifiait que ma femme avait eu une liaison avec son patron lorsqu'il était avocat chez Guawen Associates. Cette liaison devait remonter à au moins 25 ans, à la naissance de Marissa, et Tracy était alors l'assistante administrative de George. George avait quitté le cabinet pour devenir juge quelques années plus tard, s'installant dans la capitale de l'État où sa carrière a véritablement décollé. Quant à Tracy, elle n'est pas restée avec George. Elle est restée à Guillao, devenant finalement directrice du bureau. Mais au fil des années où ils ont travaillé ensemble, George et sa femme Janie sont devenus des amis proches. Nos enfants les appelaient encore oncle George et tante Janie, et leurs enfants nous appelaient Tracy et moi de la même manière. Souvent, lorsque j'étais en déplacement professionnel,
Tracy emmenait les enfants passer quelques jours dans leur maison au bord du lac. Plus j'y pensais, plus je réalisais combien de fois George et Tracy avaient passé du temps seuls ensemble, surtout sans mentionner qu'il était avec Janie ou les enfants. Je ne m'en étais jamais posé la question. Maintenant, tout ce qui concernait ces voyages me retournait l'estomac. J'ai dû perdre le fil, car je suis revenu à la réalité quand Marissa m'a appelé, inquiète. Je me suis excusé, je l'ai remerciée pour l'information et je lui ai demandé de transmettre mes salutations à Drew. Elle a hésité, puis m'a demandé ce que je comptais faire. Je n'avais pas de réponse concrète, alors je lui ai simplement dit que je n'étais pas sûr. Elle m'a ensuite conseillé de ne pas faire d'idiotie, comme se faire arrêter. Elle a dit qu'un peu de bêtise était acceptable. Ça m'a frappé. Même si je n'avais jamais pensé à faire quelque chose de radical auparavant, ces mots m'ont fait réaliser que je devais garder la tête froide. Je ne pouvais pas manquer à ma promesse envers mes enfants. Rassurer Marissa sur notre relation était ma priorité absolue. Découvrir qui d'autre était impliqué dans la trahison de Tracy était la prochaine étape. Après cela, je me suis attaqué au divorce, mais j'avais besoin d'un nouvel avocat. Mon avocat actuel travaillait dans le même cabinet que Tracy, et c'était hors de question. Une fois trouvé, je m'occuperais des choses avec ma future ex-femme. À la maison, la tension était palpable. Tracy bavardait nerveusement autour de moi, essayant de détendre l'atmosphère, espérant probablement éviter l'inévitable confrontation. Il y avait une distance entre nous, mais ce n'était pas elle qui allait la combler. Je le sentais. Environ une semaine plus tard, j'ai rencontré un avocat. Dès qu'il a appris que Tracy travaillait chez Geo, il s'est visiblement crispé. Son expression ne m'a pas plu. J'ai donc consulté une autre avocate, une jeune femme nommée Marie, qui n'a pas bronché lorsque j'ai mentionné le lieu de travail de Tracy. C'était ce dont j'avais besoin, quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider par les grands noms du cabinet. J'ai expliqué à Marie la situation, comment j'avais découvert que ma plus jeune enfant n'était pas biologiquement la mienne et qu'elle était la fille du juge Anderson. Les yeux de Marie s'écarquillèrent lorsque je mentionnai le juge. Le juge Anderson de la cour d'appel, demanda-t-elle. Je confirmai, l'observant attentivement pour voir si je devais trouver un autre avocat. Elle hocha simplement la tête et dit, ça devrait être intéressant. Avant de passer aux aspects financiers, Marie suggéra une approche simple, partager les biens communs, conserver nos retraites et vendre la maison. Cela nous permettrait à tous les deux d'être dans une bonne situation financière, même si je serais légèrement mieux loti grâce à mes revenus et à ma retraite plus élevée. Elle ajouta rapidement, cependant, que si je voulais vraiment poursuivre Tracy à cause de l'infidélité, de la situation des enfants ou de la trahison en général, je pouvais insister davantage. C'était tentant, mais je ne voulais pas lui porter préjudice financièrement. Je voulais juste me retirer. Marie me demanda alors si je voulais intenter une action contre le juge Anderson. Elle me prévint que le poursuivre pourrait compliquer les choses et augmenter mes frais de justice. J'écartai l'idée. Le juge, c'est mon problème, dis-je sèchement, ne voulant pas l'entraîner plus loin. Elle hocha la tête, compréhensive, et me raconta la procédure. Si elle ne se bat pas, on pourrait régler ça en 6 mois. Si elle le fait, ça pourrait prendre plus d'1 an. Je lui ai dit de prendre son temps et de bien faire les choses. La 3e tâche était terminée. Maintenant, place à la 4e, la confrontation. J'ai attendu une semaine de plus, espérant voir comment Tracy réagirait. Le samedi soir avait toujours été notre moment privilégié. Soirée en amoureux suivie d'un film et de moments passés ensemble. Notre routine était toujours la même, et ces soirées occupaient une place unique dans notre relation. Tracy et moi nous couchions tôt, ce qui nous laissait le temps de nous retrouver et de profiter de la compagnie de l'autre. Nous partagions des moments intimes, renforçant le lien que nous avions tissé au fil du temps. Nous étions toutes les deux épuisées après, mais nous nous faisions toujours des câlins avant de ranger et de nous endormir. Mais maintenant, cette routine me semblait creuse. Tout ce que je croyais savoir sur mon mariage était anéanti. Cela faisait 2 semaines que nous n'avions pas eu notre soirée en amoureux habituelle et tout aussi longtemps que nous n'avions pas eu d'intimité. Je n'arrivais pas à me résoudre à faire semblant après avoir découvert la liaison et appris la vérité sur Marissa. Tracy n'a même pas remis en question ma distance. Un autre signe qu'elle savait que je savais. Mais elle jouait bien le jeu, se comportant comme une folle et inconsciente. Mais ce jeu-là, cependant, était sur le point de se terminer. Je l'ai emmenée dans un bon restaurant français ce soir-là.
Nous avons partagé une bouteille de vin et la soirée a semblé presque normale, du moins en apparence. Tracy semblait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Après, nous sommes rentrés à la maison. Je l'ai laissé entrer, lui ai enlevé son manteau délicatement et l'ai guidé jusqu'à la table de la cuisine. Je lui ai tiré une chaise, posé mon verre et prononcé les mots qui étaient restés en suspens depuis bien trop longtemps. Il faut qu'on parle. Elle m'a adressé un petit sourire nerveux tandis que je me versais un verre de Jack Daniels avec des glaçons. Je lui ai proposé quelque chose, mais elle a refusé. Et j'ai posé mon verre sur la table, la regardant dans les yeux. La parole est à toi, ai-je dit d'un ton neutre. C'était il y a longtemps, Clark, a-t-elle commencé, la voix légèrement tremblante. George et moi ne sommes plus ensemble depuis une vingtaine d'années. On ne pourrait pas laisser ça comme une erreur du passé et passer à autre chose? Je n'en croyais pas mes oreilles. J'étais soulagé qu'elle n'ait pas essayé de faire passer le test ADN pour une erreur, mais de faire comme si c'était de l'histoire ancienne. Ça n'allait pas marcher. D'accord, ai-je dit d'une voix calme. Vous avez couché ensemble pour la dernière fois il y a 20 ans. Quand est-ce que ça a commencé? À quelle fréquence? Et pourquoi ça s'est arrêté? Je veux tout savoir. Mais d'abord, je dois savoir si nos autres enfants sont aussi les siens. Non, Clark, répondit-elle rapidement. Barry et Cathy sont à toi. Je n'ai couché avec George qu'environ 1 an après la naissance de Cathy. Notre liaison a duré environ 3 ans au début. Puis nous avons arrêté quand George a décidé de quitter le cabinet et de poursuivre sa carrière dans la magistrature. Il a attendu 1 an avant de postuler à son premier poste de juge, voulant s'assurer que ses antécédents étaient irréprochables. Après ça, on a couché ensemble que quelques fois, généralement quand Janie emmenait les enfants à la maison du lac pour l'après-midi. Mais elle ne l'a jamais su. Finalement, George lui a tout dit et on a eu une conversation où George et moi nous sommes promis qu'il n'y en aurait plus. Et tu n'as jamais pensé à me le dire? Demandai-je, la colère montant dans ma poitrine. Tu n'as jamais pensé à t'asseoir avec moi et à avoir ce genre de conversation? Quoi? Mais suis-je juste du foie haché? Tracy s'essuya les mains sur ses manches, essayant de se calmer. Je savais que je ne pourrais jamais te le dire, dit-elle doucement. Tu aurais divorcé en un clin d'œil, et je ne voulais pas ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu aimes juste plus George, ai-je rétorqué, les mots secs. Tu as suivi son exemple, commencé et arrêté selon ses conditions, tandis que j'étais ton plan de secours. J'étais le plan de secours. Non, Clark, supplia-t-elle d'une voix brisée. Je t'aime de tout mon cœur. Non, tu l'aimais plus, répondis-je d'une voix ferme mais froide. Tu l'aimais tellement que tu l'avais abandonné pour sa carrière. Tout en sachant que j'étais là, prête à recoller les morceaux. Tu m'aimais peut-être un peu, mais tu savais que je te vénérais et que je ferais en sorte que tout aille bien pour notre famille. Tracy baissa les yeux, les larmes aux yeux. J'avais touché une corde sensible et je voyais la vérité s'imposer. Mais Marissa? Demandai-je, la colère remontant à la surface. Tu savais qu'il avait des relations sexuelles non protégées avec toi et tu devais savoir où cela pouvait mener, et tu l'as fait. Tracy soupira profondément, détournant le regard un instant avant de parler. Je me suis dit que puisque George et toi aviez des traits physiques similaires, cheveux bruns, yeux marrons, peau claire, personne ne le remettrait jamais en question. Quand Marissa est née, je pensais que personne ne se douterait de quoi que ce soit. Et je savais que tu ne douterais pas qu'elle était de toi. Je ne m'en suis pas inquiété jusqu'à ce que tu lui envoies ce satané test ADN. Alors, c'est ma faute? Demandai-je, incrédule. Non, dit-elle rapidement. George et moi en avons parlé, mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je pensais que tout irait bien, vu que vous vous ressemblez tellement. Aux dernières nouvelles, George ne s'en doutait même pas. Mais je suis sûr que Mandy le lui a déjà dit. Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis des années. Plus depuis le mariage de Marissa, il y a 2 ans. Bon, on ne sait plus quoi, dis-je d'une voix froide. Marissa est à moi. Je suis sur son acte de naissance. Je l'ai élevée et je l'aime. Elle est à moi. Et si George a des idées à ce sujet, tu ferais mieux de lui dire de rester en dehors de ça. Et au fait, ajoutai-je, je fais des tests ADN pour les 2 autres. J'ai besoin de savoir pour ma tranquillité d'esprit. Clark. Siffla Tracy, le visage rouge de colère. Je t'ai dit qu'ils étaient à toi.
Et tu t'attends à ce que je te fasse confiance? Rétorquai-je, l'incrédulité pesante dans la voix. Tracy était complètement prise au dépourvu par ma méfiance grandissante. Et honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi. À quoi s'attendait-elle? Mais il était clair que cela la dérangeait profondément que je prévoie de révéler sa liaison à nos 2 autres enfants. Personne ne veut que ses enfants le voient comme autre chose que le parent idéal, surtout quand ces enfants pourraient commencer à douter de votre intégrité. J'avais besoin de réponses, alors j'ai insisté pour avoir plus de détails. Je lui ai demandé à quelle fréquence cela se produisait, où cela se produisait. Fini cette foutue histoire, lui ai-je dit. Elle a commencé à expliquer, essayant de faire croire que tout s'était déroulé petit à petit, comme un lapsus involontaire. Elle a dit qu'ils passaient tellement de temps ensemble au travail qu'ils étaient devenus amis et que, de là, les choses se sont enchaînées. Selon elle, George était gentil, drôle, passionné, quelqu'un avec qui elle avait une connexion profonde. Mais comme ils étaient tous 2 mariés à des personnes qu'ils aimaient, ils ont limité leur liaison au strict minimum, se rencontrant à divers endroits en dehors de la ville, veillant toujours à ne pas franchir les limites. Elle a insisté sur le fait qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés chez nous ou chez lui, prétextant que cela aurait été mal. Mais je n'y croyais pas. Je lui ai rappelé qu'ils avaient continué leur liaison même après avoir soi-disant cessé de se voir à la maison du lac quand Jay était sorti avec les enfants. Tracy n'a pas nié, même si elle a presque murmuré une confirmation. Elle a juré qu'ils n'avaient plus eu de relation intime depuis, mais je n'étais pas sûr de la croire. Quand j'ai insisté sur l'implication de Janie, Tracy m'a expliqué que oui, Janie savait tout et leur avait pardonné à toutes les 2. Je n'arrivais pas à y croire. Comment Janie pouvait-elle pardonner ça? Tracy a essayé de rationaliser la situation en soulignant que tout cela s'était passé il y a si longtemps, 20 ans en fait, et que c'était terminé avant même que je sois blessé. Elle m'a supplié de laisser tomber, de revenir à la situation d'avant la révélation de la vérité. Mais ce n'était pas si simple. J'avais passé des semaines à me demander ce que j'avais fait de mal, comment elle avait pu tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. La vraie question était de savoir si je pourrais un jour lui faire à nouveau confiance, et encore moins rester marié avec elle. Je lui avais tout donné. Mon cœur, ma confiance, et elle l'avait pris et gardé dans sa poche, le ressortant quand bon lui semblait. Ce n'était pas le genre de mariage que j'avais imaginé, et je ne pouvais pas l'ignorer. Tracy a fondu en larmes, mais pour une fois, je n'ai pas essayé de la réconforter. Je l'ai laissée là et suis allé dans le salon, allumant la télévision pour faire abstraction des émotions qui tourbillonnaient dans ma tête. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit, mais c'était différent. Nous ne nous tenions plus l'une contre l'autre. Je me suis éloigné d'elle autant que possible. Et lorsqu'elle a essayé de se rapprocher, je l'ai arrêtée. Son expression, le choc, la douleur, ne m'ont pas perturbé. J'étais engourdi. Dimanche matin, Tracy a préparé un bon petit déjeuner, mais je n'étais pas d'humeur à plaisanter. En mangeant, j'ai abordé le sujet du divorce. Tracy était furieuse, hurlant que la liaison était de l'histoire ancienne et que je ne devrais pas en parler maintenant. Mais pour moi, le temps n'a pas effacé la trahison. Elle m'avait menti, trompé et trahi ma confiance. Ce n'étaient pas des choses qu'on pouvait balayer sous le tapis. Je ne pouvais plus m'asseoir à table, alors je me suis levé, laissant la moitié de ma nourriture, et je suis allé tondre la pelouse. Je ne lui ai plus adressé la parole jusqu'au mercredi soir, lorsqu'elle m'a annoncé que Janie nous rejoindrait pour le week-end. Je n'étais pas ravi, mais Janie était une amie de longue date et avait vécu sa propre version de la même souffrance, alors j'ai accepté de l'inviter. Janie est arrivée vendredi soir après 2 heures de route. Tracy avait préparé un bon dîner, une bavette farcie avec de la purée de pommes de terre, et j'avais acheté 2 bouteilles de merlot pour accompagner le repas. Le dîner était léger, voire convivial. Mais la vraie conversation a commencé lorsque nous avons rejoint le salon, verre à vin à la main. Au début, Janie a parlé de leur liaison d'un ton détaché, presque académique. Mais à mesure qu'elle continuait, sa voix s'est brisée et les larmes lui sont montées aux yeux, à elle et à Tracy. Elle m'a expliqué comment George lui avait avoué sa liaison, admettant que c'était terminé depuis 2 ans avant même qu'elle ne l'apprenne. Elle a dit qu'au début, elle était dévastée, mais qu'avec le temps, elle avait compris que la liaison ne l'avait pas autant blessée qu'elle le pensait. Elle avait fini par l'accepter, d'autant plus qu'elle avait pris fin bien avant qu'elle ne le sache. Janie a même admis que le charme de George avait probablement joué un rôle dans la tournure des événements. Elle comprenait comment cela avait pu arriver. C'est alors que Janie m'a confié à voix basse qu'elle n'avait su pour Marissa que récemment,
lorsque les résultats du test ADN ont été publiés. Elle s'est excusée abondamment, le visage empli de regrets. Je suis resté assise en silence, ressentant le poids de tout ce qu'il disait. Même s'il voulait faire comme si de rien n'était, je savais que ce ne serait jamais aussi simple. Cette liaison faisait partie de nos vies depuis trop longtemps, et je ne pouvais pas l'effacer. Eux non plus. Janine n'a jamais évoqué les moments où Tracy et George s'étaient mis ensemble après la prétendue fin de leur liaison, surtout à la maison du lac des Anderson. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle était au courant de ces moments. Je n'avais pas envie d'en parler, mais une chose était claire pour moi, George devait être un avocat formidable. Janine semblait presque s'excuser de son infidélité au lieu d'être en colère contre lui. Je ne comprenais pas. À la façon dont Janine parlait, il était évident qu'elle avait tout accepté. Mais je n'étais pas programmé comme ça. Contrairement à Janine, je ne pouvais pas simplement ignorer cette liaison parce que c'était du passé. Pour moi, peu importait que ce soit terminé depuis 20 ans. Je n'étais pas prête à laisser Tracy et George s'en tirer à si bon compte. Janine n'arrêtait pas de dire que si elle avait quitté George, sa vie aurait été pire, surtout pour elle et ses enfants. Elle répétait sans cesse ce vieux dicton qui dit qu'il faut peser le pour et le contre entre rester ou quitter son conjoint, et elle était catégorique, partir aurait été le mauvais choix. Comme si cela excusait tout ce qui s'était passé. Je n'y croyais pas. J'ai répondu en reconnaissant que oui, c'était matière à réflexion. Mais contrairement à Janine, je n'avais pas été mise au courant de la liaison. Je n'avais pas le luxe de savoir ce qui se passait. Je l'avais découvert par hasard, et Tracy me l'avait caché, pensant qu'il valait mieux pour tout le monde que je reste dans l'ignorance. Elle m'avait menti pendant 20 ans, et la vérité n'avait éclaté que grâce à un test ADN. Je lui ai alors tout dévoilé. 20 ans plus tard, j'ai découvert que la femme que j'aimais avait été avec un autre homme, et j'apprenais maintenant qu'elle l'avait abandonné. Non pas parce qu'elle voulait être avec moi, mais parce qu'il avait préféré sa carrière à elle. J'ai regardé Tracy pour confirmation, et elle est restée assise là, silencieuse, sans dire un mot, pendant que Janine racontait sa version des faits. Tracy m'observait attentivement, essayant de jauger ma réaction, mais je savais qu'elle ne réalisait pas que j'étais pleinement consciente de ce qu'elle faisait. Alors, je suis resté impassible, la laissant mijoter en silence. Ni Tracy ni Janine n'ont apprécié ma réponse. Je voyais la douleur dans leurs regards. Je m'en fichais. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un autre verre de vin, puis je suis retourné au salon, j'ai allumé la télévision et j'ai clairement fait comprendre que je ne souhaitais pas poursuivre la conversation. Elles ont compris le message et sont allées au salon pour discuter tranquillement entre elles. À la fin de l'émission que je regardais, j'ai éteint la télévision, je suis allé dans le salon, je lui ai dit bonsoir et je suis monté. Samedi soir, Janine m'a surpris seule dans le salon et m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Je n'avais aucune idée où était Tracy, mais j'ai acquiescé et j'ai suivi Janine jusqu'au salon où nous nous sommes assis. Janine a commencé par reconnaître ma douleur. Elle m'a dit qu'elle comprenait, puis elle a plaidé sa cause. Elle a dit que ne pas pardonner à Tracy et mettre fin à notre mariage pour un événement survenu 20 ans plus tôt serait une grave erreur. Selon elle, le simple fait que nous nous aimions devrait suffire à passer à autre chose. Elle a même établi un parallèle entre George et moi, disant que si elle pouvait lui pardonner, je pouvais sûrement pardonner à Tracy. Je n'étais pas convaincu. Je lui ai dit, comme la veille, qu'on ne m'avait pas parlé de cette liaison. Tracy me l'avait caché parce qu'elle savait que c'était mal. Et si elle me l'avait dit à l'époque, je ne lui aurais pas pardonné. La douleur n'était pas moindre maintenant, même si cela faisait 2 décennies. Comment lui faire à nouveau confiance après tout ce temps? Comment pourrais-je un jour oublier ces mensonges? J'ai secoué la tête, me suis levé et ai quitté la pièce, croisant Tracy dans le couloir. Elle voyait sur mon visage que je n'étais pas prêt à pardonner et à oublier. Ce soir-là, le dîner fut incroyablement calme. Les femmes essayèrent de bavarder, mais je prononçai à peine un mot. Je n'avais pas envie de participer. Après un bref remerciement, j'ai pris ma veste et suis sorti de la maison en leur disant que j'allais chez Malone, mon bar préféré pour boire un verre tranquillement. En entrant chez Malone, j'ai remarqué Ronnie, la propriétaire, qui discutait avec quelques clients dans un coin. Au lieu de m'asseoir au bar comme d'habitude, j'ai choisi une table seule. Je n'étais pas d'humeur à discuter. Marne, la barmaid, m'a apporté ma boisson habituelle, couronnée de noir sur glace, et m'a dit que j'avais l'air d'avoir perdu mon chien. Enfin, mais ce n'est pas aussi important que mon chien, c'est juste mon mariage,
ai-je marmonné avec un rire forcé. Marne est allé murmurer quelque chose à Ronnie, qui s'est excusé et s'est approché de ma table, s'asseyant en face de moi. D'accord, Superman, dis-moi tout, a-t-elle dit, allant droit au but. Ronnie avait à peu près mon âge, grande, audacieuse, rousse et couverte de taches de rousseur, arborant fièrement ses origines irlandaises. Elle ne supportait pas les critiques de qui que ce soit. Et si quelqu'un dépassait les bornes, son mari Mousse, un ancien sergent instructeur des marines, était de retour en cuisine. Le Malonès n'était pas un bar brutal, mais il y avait des moments. J'avais déjà vu un type faire preuve d'un peu d'attitude envers Ronnie, et Mousse l'avait assommé d'un seul coup de poing. Mais ce soir-là, il n'y avait que moi et Ronnie. Elle attendait que je parle, et je n'étais pas encore prête. Ronnie m'avait toujours appelé Superman, un surnom qu'elle m'avait donné parce que mon nom lui rappelait Clark Kent. Elle plaisantait en disant que même si j'étais un type sympa avec un bon travail, elle ne voulait pas me voir perdre mon sang-froid. Au fil des ans, nous en avons beaucoup ri. J'étais un habitué du Malonès depuis 20 ans, parfois avec Tracy, parfois seul, parfois pour dîner, parfois juste pour boire un verre. Ronnie et son mari Mousse nous connaissaient plutôt bien. Ronnie avait le don de lire les gens, et elle savait toujours quand quelque chose clochait chez moi. C'était comme la sœur que je n'ai jamais eue. J'ai fini par lui dire ce qui me rongeait. Pour la première fois, j'ai admis que Tracy et moi, c'en était fini. Je n'en avais encore parlé à personne. Et pour être honnête, c'était étrangement libérateur de me l'avouer. J'ai dit à Ronnie que j'avais récemment découvert que Tracy m'avait trompé, pas une seule fois, mais pendant des années, avec son patron. Pendant 4 ans, Tracy avait eu une liaison. Et Loïc, Marissa, notre plus jeune fille, n'était même pas la mienne. L'homme avec qui elle couchait était son vrai père. Ce que Tracy ne semblait pas comprendre, c'est que, même si cette liaison remontait à 20 ans, la trahison avait laissé des cicatrices que le temps ne pouvait effacer. Tracy voulait me faire croire que, comme c'était arrivé il y a si longtemps et que je ne le savais pas à l'époque, je devais simplement l'accepter et passer à autre chose. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimé, et qu'elle ne voulait pas divorcer. Mais je ne pouvais pas oublier que pendant des années, j'avais vécu dans le mensonge. Ronnie n'a pas hésité une seconde. Elle était furieuse pour moi. Elle n'arrivait pas à croire ce que Tracy m'avait fait et exprimait haut et fort son incrédulité. Elle m'a clairement fait comprendre qu'à ma place, elle n'aurait jamais pu laisser Tracy s'en tirer aussi facilement. Elle a dit que si cela avait été elle et Mousse, les choses auraient pris une tournure bien différente. Pas de seconde chance, pas de faire comme si de rien n'était. Son soutien comptait beaucoup pour moi. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne la profondeur de la blessure. Elle n'était pas seulement en colère contre la trahison de Tracy. Elle était en colère contre la façon dont j'avais été traité. Elle a dit que ce que Tracy avait fait n'était pas seulement une erreur. C'était une décision qui avait duré des années, et qui témoignait d'un grave manque de respect envers moi. Elle ne comprenait pas comment Tracy avait pu me laisser croire que Marissa était ma fille pendant toutes ces années. Et elle avait raison d'être en colère. En lui expliquant les détails, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une vague de frustration. Je lui ai dit que même si je n'étais pas sûr de la paternité de Marissa, Tracy n'avait jamais voulu faire de test. Pour moi, c'était sa façon d'éviter la vérité. Il était plus facile de me laisser continuer à penser que j'étais son père que de gérer les conséquences de cette liaison. Mais ce n'était pas seulement cette liaison qui me faisait mal. C'était la tromperie persistante, les années passées à faire semblant que tout allait bien. Ronnie a tapé dans le mille avec sa question suivante. Elle m'a demandé si Tracy s'était vraiment excusée pour cette liaison elle-même ou si elle s'était seulement excusée pour la douleur que cela m'avait causée. J'ai dû admettre que non, Tracy ne s'était jamais excusée pour ses actes. Les seules excuses que j'avais reçues concernaient la douleur que j'avais découverte. Rien sur la liaison elle-même. Rien sur ces années de mensonges. Ronnie n'a pas hésité. Elle m'a dit que je n'avais besoin de la permission de personne pour prendre la décision qui me convenait. Elle a ajouté qu'il était clair que Tracy m'avait déjà donné la réponse dont j'avais besoin. Elle n'avait aucune intention de la laisser s'en tirer pour ce qu'elle avait fait. Ce soir-là, elle m'a clairement fait comprendre qu'elle était de mon côté. Elle m'a servi un verre et m'a dit que le reste de la bouteille était à moi. Elle a même proposé d'appeler un taxi pour que je rentre chez moi sain et sauf. J'ai accepté, lui ai donné mes clés de voiture et j'ai laissé Ronnie s'occuper du reste. Quand le taxi m'a déposé à la maison, il était environ 2 heures du matin. Tracy m'a aidé à monter dans la chambre et je me suis effondré dans mon lit,
tout habillé. Elle m'a enlevé mes chaussures et mes chaussettes, et je suis resté ainsi toute la nuit, à peine capable de dormir. Le lendemain, mon fils Barry m'a appelé au bureau. Il voulait parler de ce qui se passait avec Tracy et j'ai tout de suite compris que Tracy l'avait contacté pour le rallier à sa cause. Barry et moi étions généralement d'accord sur la plupart des points, mais ce jour-là, j'ai senti dans sa voix qu'il avait été influencé. Il était clairement enclin à défendre Tracy, essayant de me convaincre de ne pas divorcer. Il a essayé de plaisanter, me disant que divorcer de Tracy serait la chose la plus stupide que j'ai faite depuis que j'avais porté un tailleur dans les années 70. Mais ensuite, il est devenu sérieux. Il a dit que cette liaison remontait à si longtemps et que je n'en avais même pas eu connaissance jusqu'à récemment. Il a donné l'impression que je foutais tout en l'air avec Tracy pour quelque chose qui s'était passé des décennies plus tôt. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Je lui ai dit que Tracy avait commis une erreur la première fois qu'elle avait couché avec son patron. Mais après ça, c'était un choix, pas une erreur. Je lui ai rappelé que s'il découvrait que Linda le trompait, il ne laisserait pas passer l'affaire. Il aurait été furieux. Et puis je lui ai dit que si la liaison avait pris fin il y a 20 ans, les mensonges et la tromperie n'avaient pas cessé. On m'avait tenu dans l'ignorance pendant toutes ces années, persuadé d'être le père de Marissa. Ce n'était pas juste une erreur. C'était une trahison. Barry insistait, affirmant que la liaison physique était terminée, mais je refusais. La douleur que je ressentais ne s'était pas dissipée avec la fin de la liaison. J'ai clairement fait comprendre que je n'allais pas me laisser dicter ma conduite, ni lui ni personne d'autre. C'était moi qui avais menti et je n'allais pas laisser Tracy me manipuler pour me faire oublier la vérité. Finalement, j'ai dit à Barry qu'il ne devait pas s'impliquer dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il s'immisçait dans une situation qui ne lui appartenait pas, entre ses parents. C'était moi qui avais été blessé et je n'allais pas changer d'avis. J'avais mis Tracy sur un piédestal et elle le savait. Je l'avais aimée de tout mon cœur, mais je voyais maintenant comment elle m'avait utilisé comme soutien lorsque l'homme qu'elle aimait vraiment refusait de s'engager envers elle. Elle m'avait trahi et j'étais fini. Barry a essayé de protester, mais je n'ai rien écouté. J'ai raccroché, un mélange de colère et d'épuisement. Il était clair qu'il ne comprenait pas, mais peu importait. Je n'allais laisser personne, famille ou non, me faire douter de ce que je savais au fond de moi. Quand j'ai franchi la porte vers 18h, Tracy venait de finir de préparer ce qui sentait bon le repas, mais je n'étais pas d'humeur. Je lui ai dit que je n'avais pas faim, je me suis servi un verre de Jack Daniels et je me suis assis dans mon fauteuil préféré, allumant la télévision. Son humeur a changé immédiatement. Elle est entrée et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je n'étais pas d'humeur à plaisanter, alors j'ai tout laissé sortir. La situation était devenue si grave que même mes propres enfants se retournaient contre moi. Tracy m'avait trompé pendant des années, avait eu l'enfant d'un autre homme, et maintenant, d'une certaine manière, j'étais le méchant. Je lui ai dit d'appeler Cathy et de lui dire de ne pas m'appeler le lendemain. J'en avais assez de cette mascarade. Tracy baissa les yeux comme pour éviter mon regard, et je ne comprenais pas pourquoi, après 31 ans de vie commune, elle ne savait pas qu'il valait mieux laisser d'autres se battre pour elle. J'ai élevé la voix, la colère montant. Qu'est-ce qui te fait croire que ce divorce n'a pas lieu ? Ai-je exigé. Tu m'as trompé pendant 4 ans avec un autre homme. Tu as eu son enfant, puis tu m'as remplacé par lui dans ton cœur. Dis-moi, Tracy, peux-tu honnêtement rester là et dire que tu n'étais pas amoureuse de lui ? Que s'il t'avait demandé de me quitter et de l'épouser, tu ne l'aurais pas fait. J'ai marqué une pause, le temps de réfléchir. La vérité, c'est que tu m'aimes peut-être encore, mais tu n'es plus amoureuse de moi. Tu es amoureuse de lui. J'étais juste ton plan de secours, car tu savais que je serais toujours là. Tu m'as trompé, tu m'as manqué de respect, et maintenant tu as le culot de monter nos enfants contre moi. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je me suis levé, incapable de me retenir plus longtemps. Je ne ruinerai pas la carrière de George. Je ne détruirai pas son image de juge parfait. Ni pour toi, ni pour les génies. Je déposerai une plainte pour différends irréconciliables. Nous partagerons la maison Hainaut. Compte retraite, et ce sera la fin. Le visage de Tracy s'est décomposé, des larmes coulant sur ses joues. Elle a essayé de se lever, mais n'a rien dit. Avant qu'elle ne puisse sortir, j'ai ajouté une dernière chose. Tu ne t'es jamais excusé pour ce que tu as fait, ai-je dit. Et je ne pense pas que tu le feras un jour. La seule chose que tu regrettes, c'est que je l'ai découvert. N'est-ce pas ?
J'ai passé le reste de la soirée avec la bouteille de Jacques. Le reste ne m'intéressait pas beaucoup. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate et lui ai demandé de préparer les papiers du divorce. Elle m'a dit que je pouvais les examiner d'ici mardi et que mercredi, ils seraient prêts à être déposés. Jeudi, Tracy serait signifié. Je l'ai bien fait comprendre. Je lui ai dit que je voulais que les papiers soient livrés à mon domicile le vendredi soir. Il fallait que j'y sois. Après cela, j'ai contacté le bureau du juge George Anderson. J'ai demandé à son assistant de me rappeler pour un sujet important. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. George saurait exactement à quoi je faisais référence, et je savais qu'il me rappellerait au plus vite. Quand George m'a finalement rappelé quelques heures plus tard, il semblait un peu inquiet. Il a confirmé qu'il savait pourquoi je l'appelais et a accepté de me retrouver le samedi à 10 heures chez lui et Janie. Il ignorait que Tracy ne serait pas servie la veille, mais j'étais sûr qu'il l'apprendrait bien assez tôt lorsque j'aurais fait les 2 heures de route pour me rendre chez lui. Samedi soir, au dîner chez Malone, Tracy a admis que Janie l'avait appelé et lui avait donné les détails de ma prochaine rencontre avec George. Tracy m'a demandé si j'aimerais avoir de la compagnie pendant le trajet. Ce n'est pas une visite de courtoisie, Tracy, ai-je répondu. Je vais rencontrer George, et tu n'as pas besoin d'être là. Elle a essayé de me rappeler que George était un juge d'appel à la réputation irréprochable et qu'il pourrait même briguer la Cour suprême un jour. Elle m'a conseillé de ne rien faire d'imprudent qui pourrait me faire arrêter, surtout après que je lui ai promis de ne pas nuire à sa carrière. Bien sûr, choisis-le encore une fois plutôt que moi, ai-je dit. Mais ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse. Je ne ferai rien qui risquerait de ruiner ses chances d'accéder à la Cour suprême. Le spectacle doit continuer. Le lendemain, j'ai pris quelques heures de congé pour rencontrer mon avocate et examiner les papiers du divorce. Après lui avoir donné son feu vert, je me suis retourné pour partir. Elle m'a arrêté et m'a demandé si j'avais des projets pour le juge George. Pourquoi t'en soucies-tu, ai-je demandé en haussant un sourcil. Eh bien, a-t-elle dit en me tendant sa carte. Je m'occupe encore d'affaires criminelles, et j'ai le sentiment que tu auras bientôt besoin d'un bon avocat. Tu es ingénieur, Clark. Méthodique, précis, mais je sais que tu es très tendu, et ça m'effraie. J'ai glissé la carte dans ma poche, lui ai dit au revoir et suis sorti de son bureau, pensant déjà aux prochaines étapes de ce qui était devenu un véritable désastre personnel. Les 3 jours suivants se sont écoulés à toute vitesse. Le travail était exigeant, un projet majeur accaparant presque toute mon attention. Cela m'a permis de me distraire du chaos à la maison. Même le vieux du bureau a remarqué ma concentration, compte tenu de tout ce qui se passait. Je lui ai dit que c'était bien que quelque chose fonctionne bien pour une fois. Mais avant de quitter le bureau vendredi, je l'ai mis au courant de la signification de la peine à Tracy et de mon prochain rendez-vous avec George. Je l'ai prévenu que si les choses tournaient mal, je risquais de finir en prison dès lundi. Il m'a juste adressé un signe de tête rassurant, m'a dit qu'il me soutenait et qu'il assurait ma caution, et nous sommes partis avec une poignée de main. De retour à la maison, un autre délicieux repas m'attendait. Tracy avait mis le paquet ces derniers temps, essayant de me montrer qu'elle était une excellente cuisinière. Je me sentais presque coupable de savoir que le dîner n'était que le calme. Avant la tempête. Nous avons mangé presque en silence, une routine désormais familière, même si je me suis assuré de saluer la qualité du repas. Je n'étais pas sans cœur. Après le dîner, je l'ai aidé à débarrasser la table et nous allions au salon pour regarder la télévision quand la sonnette a retenti à 19h pile. Je savais que ce n'était pas pour moi, alors je n'ai pas pris la peine de me lever. Tracy m'a jeté un regard perplexe avant de se diriger vers la porte. Un jeune homme en costume se tenait là et, sans dire grand-chose, il a demandé si c'était Tracy Walters. Lorsqu'elle a confirmé, il lui a tendu une enveloppe en papier craft et a dit « Vous êtes servi », avant de se retourner et de partir. Tracy est restée figée devant la porte, mais je voyais ses épaules trembler. Elle pleurait, même si elle ne faisait aucun bruit. Je suis passé devant elle, j'ai fermé la porte et je l'ai doucement guidée vers la table de la cuisine. Elle était complètement anéantie, même si je l'avais prévenue que cela arriverait. Nous sommes restés assis là, en silence, pendant ce qui m'a semblé des heures, mais en réalité, ce n'était que quelques minutes. Finalement, elle a murmuré, « Espèce de salaud », et a couru à l'étage jusqu'à notre chambre. Je ne l'ai pas suivie. Le plus dur était passé. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas dormi dans le même lit que Tracy. À la place, je suis allé dans la chambre d'amis que nous avions aménagée.
Même si appeler s'endormir me semblait un peu exagéré, je venais de rompre avec celle que je considérais autrefois comme mon tout, mon âme sœur. Même après tout ça, nous avions continué à partager le même lit, aucun de nous deux n'étant prêt à faire le dernier pas. Mais maintenant, c'était fini. Dans mon esprit, le chapitre était clos. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai pris une douche et, aussi discrètement que possible, j'ai rassemblé mes vêtements dans la chambre. Je ne voulais pas réveiller Tracy ni risquer la moindre confrontation. J'ai pris mes vêtements décontractés, une chemise à col, un jean et une paire de bottes de cow-boy sur mesure que j'avais fait faire lors d'un voyage à Dallas pour rendre visite à notre fils. J'ai quitté la maison plus tôt que nécessaire, ne voulant pas être en retard à mon rendez-vous avec George. Je me suis dit que si j'avais du temps libre, je pourrais en profiter. J'ai fini par aller prendre un café quelque part dans le coin, et c'est exactement ce que j'ai fait. À 10 heures, j'étais sur le porche de George et Janie, sonnant à la porte. Janie a répondu, toujours aussi belle, mais visiblement anxieuse. Elle n'a pas dit grand-chose, se contentant d'une rapide accolade nerveuse. « Je suis désolé que ça doive finir comme ça », ai-je dit. Doucement, avec un étrange mélange de sympathie et de colère. Elle n'a pas répondu, m'a juste pris la main et m'a conduite à l'intérieur. Nous sommes entrés dans le bureau où George avait encadré des photos et des souvenirs un peu partout dans la pièce. Il était assis dans son fauteuil préféré, mais il s'est levé quand nous sommes entrés. « Bonjour, Clark », dit-il d'une voix ferme mais tendue. « Bonjour, George », répondis-je. Janie, plus nerveuse que jamais, s'excusa discrètement et quitta la pièce. Nous nous tenions face à face, au milieu de la pièce, à environ 1,80 mètres l'un de l'autre. C'était un homme que j'avais autrefois considéré comme un grand frère. Nous étions proches, 2 ans d'écart, tous deux de même taille, même si son mode de vie plus doux au fil des ans lui avait ajouté une bonne quinzaine de kilos, principalement dans son ventre rond. Nous avions partagé d'innombrables souvenirs, des parties de pêche, des expéditions de chasse, des fêtes et de longues discussions sur nos espoirs et nos rêves. J'avais été fier de lui, fier de sa carrière. George était le genre d'ami sur lequel on pouvait compter, quelqu'un avec qui on se battait. Et maintenant, nous étions dans une situation complètement différente. Il se tenait là, à me fixer. Et à cet instant, l'homme que je considérais autrefois comme un ami était devenu mon ennemi. Celui qui m'avait pris mon. J'ai donné naissance à mon épouse, j'ai engendré son enfant et j'ai détruit tout ce que j'avais construit. Une vague de fureur m'a submergé. « Tu vas garder le cœur de ma femme, hein ? Espèce de salaud, ai-je crié. Et tu garderas ton image parfaite intacte, parce que j'ai promis à Tracy de ne rien dire à personne. Et je ne manque jamais à mes promesses. Mais tu ne garderas pas tes couilles. » Sans réfléchir, j'ai avancé, planté mon pied gauche et levé ma jambe droite, visant la seule cible qui me permettrait de comprendre mon point de vue, ses genoux. George a bougé plus lentement que prévu, et l'impact a été plus violent que je ne l'aurais imaginé. Ma botte à embout métallique a atterri avec force. Le craquement esséurant qu'elle a fait en le frappant m'a profondément comblé. Son cri a tranché l'air tandis qu'il s'effondrait, serrant sa blessure et sa douleur. Janie s'est précipitée dans la pièce au son de ses cris, pour trouver son mari se tordant de douleur au sol. Elle se figea, l'air impuissant, puis se tourna vers moi, le visage empli d'angoisse. Je sortis mon téléphone de ma poche et composai le 911. « Il y a eu un accident chez le juge George Anderson », dis-je. « Il faut une ambulance immédiatement. » Je me retournai pour partir, mais avant d'atteindre la porte, Janie me saisit le bras. Un instant, je crus qu'elle allait s'en prendre à moi, mais au lieu de cela, elle parut calme. Elle me serra dans ses bras de façon inattendue et murmura « Merci. On sait ce qu'on a à faire. » Je la serrai dans mes bras une seconde, puis reculai, quitta la maison et monta dans ma voiture. Pendant tout le trajet du retour, je ne pensais pas que les flics me chercheraient. Janie comprenait tout, et quand George serait remis, elle le lui expliquerait à temps. Le trajet du retour me parut libérateur. Peut-être était-ce la délivrance de moi de souffrance émotionnelle, ou peut-être simplement la satisfaction de me venger de l'homme qui m'avait volé la vie. Je n'en étais pas sûr, mais j'éprouvais enfin un sentiment de paix. Après tous les tourments que j'avais endurés, j'étais prête à passer à autre chose. Dès que j'ai accepté ce que Tracy avait fait, son emprise sur moi s'est affaiblie et, pour la première fois, j'ai pu réfléchir clairement. Ce n'était peut-être pas la bonne solution pour tout le monde, mais c'était ce qui me convenait. Je méritais de prendre soin de moi, pour une fois. Tout le monde l'avait fait pendant des années,
alors pourquoi pas moi? Je savais qu'une partie de moi aimerait toujours Tracy, mais j'en avais assez d'être obsédé par cette liaison. Ce n'était ni mon choix, ni ma faute. Il était temps de lâcher prise et de regarder vers l'avenir. De retour à la maison, j'ai pris 2 valises au sous-sol et je suis monté à l'étage. Tracy était assise dans le salon et m'a suivi. Alors, c'est fini, a-t-elle demandé, la voix tremblante. 31 ans et tu t'en vas comme ça, Tracy? Tu es tellement absorbé par tes propres problèmes que tu ne vois même pas ce que tu m'as fait. Tu m'as volé 24 ans de ma vie avec tes mensonges, et tu ne le comprendras probablement jamais. Mais j'ai accepté. Je ne te déteste pas. Je ne déteste même pas George, d'ailleurs. Je suis sûr qu'il pense que je le fais en ce moment. Je finirai par trouver un moyen de faire la paix avec Barry et Cathy. Mais tu dois faire la paix avec Marissa. Cette fille est une épave. J'ai marqué une pause, pris une grande inspiration et continué. Signez les papiers, Tracy. Finissons-en. Je sortirai le reste de mes affaires dans les prochains jours. Je ne pense pas qu'on ait besoin de parler davantage. Si tu as autre chose à dire, la carte de mon avocat est sur la table de la cuisine. Elle resta figée, les yeux pleins de larmes, mais rien ne sortit de sa bouche. Je suis passé devant elle, j'ai pris les valises et je suis redescendu. Je les ai chargées dans le coffre de ma voiture, pris quelques effets personnels et je suis parti. 31 ans de mariage, parti comme ça. Je me trompais pour George. Il s'avère qu'il a réussi à garder une de ses boules. Après avoir subi de multiples opérations et enduré des mois de souffrance, les médecins ont pu en sauver au moins une. C'est Marissa qui m'a annoncé la nouvelle, contactée par Janie qui ne parvenait pas à me joindre. Janie n'avait pas mon numéro, et personne d'autre dans la famille ne voulait me l'annoncer. En fait, personne ne m'a recontacté depuis. Cela fait maintenant 8 mois. Honnêtement, ça ne me pose aucun problème. Quant à George, la version officielle était qu'il avait eu un accident domestique. La version officielle disait qu'il avait accidentellement heurté le coin de son bureau décoré dans son bureau, puis s'était blessé à nouveau en chutant. Pour éviter tout détail gênant, la presse a rapporté qu'il s'agissait d'un simple accident domestique, sans préciser la partie du corps touchée. Il a reçu un élan de sympathie qui, je suppose, pourrait même augmenter ses chances d'obtenir cette nomination à la Cour suprême. Tracy a signé les papiers du divorce une semaine après l'incident, et le divorce a été prononcé la semaine dernière. La maison est vendue aux enchères, et je suis sûr que je ne toucherai pas grand-chose du produit de la vente. Tracy n'a pas essayé de me contacter depuis mon départ, ni Barry ni Cathy. Je doute que je sois invité au dîner de Noël familial cette année, ou que ce soit. Sur une note plus positive, le vieil homme me transmet officiellement les rênes de l'entreprise, commençant la nouvelle année. Par son départ à la retraite. L'accord prévoit que je dirigerai l'entreprise pendant les 7 prochaines années, après quoi je prendrai une retraite confortable avec une indemnité conséquente. Il trouvera alors un repreneur pour l'entreprise, et je toucherai 10% de la vente. J'ai aussi recommencé à fréquenter les gens, même si je suis encore en phase d'apprentissage. Après avoir été marié si longtemps, c'est un peu comme réapprendre à faire du vélo. La nouvelle du divorce s'est rapidement répandue, et certains de nos amis divorcés m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé par une nouvelle relation. 2 amis divorcés de Tracy m'ont même appelé, surpris qu'elle ait pu laisser filer quelqu'un comme moi. Pour être honnête, ce petit coup de pouce à mon ego m'a fait du bien. Pour l'avenir, j'ai beaucoup d'opportunités, tant professionnelles que personnelles. Je me concentre sur de nouveaux passe-temps pour occuper le temps dont je dispose maintenant, et c'est agréable d'avoir un peu d'espace pour respirer. J'ai décidé d'abandonner la généalogie. J'en ai assez fait. Alors que je suis assis ici, à réfléchir à ces mois de tourmente et de bouleversement, je ressens un étrange mélange d'épuisement et de lucidité. Pendant des années, j'ai cru que ma vie était bâtie sur des fondations aussi solides que le roc, pour finalement me rendre compte qu'elles étaient criblées de fissures invisibles. Mais il y a un étrange sentiment de libération à découvrir la vérité, même si c'est douloureux. J'ai beaucoup appris sur moi-même grâce à ce processus. À quel point je suis résilient. Je sais ce que je peux endurer et comment, même face à la trahison, je peux m'accrocher à mes principes. J'ai appris que l'amour, aussi profond et inébranlable soit-il, ne suffit pas toujours. La confiance est la pierre angulaire. Et une fois qu'elle est perdue, aucun amour ne peut réparer ce qui a été brisé. Est-ce que je regrette d'avoir découvert la vérité? Parfois, l'ignorance m'aurait peut-être rendu plus heureux un peu plus longtemps.
Mais au final, je préfère affronter la réalité, aussi compliquée soit-elle, plutôt que de vivre dans un mensonge réconfortant. J'avance maintenant, petit à petit. Je suis encore en train de guérir, mais il y a un certain espoir à prendre un nouveau départ. Il y a un monde de possibilités. Des occasions de me reconstruire, de me reconnecter et de redécouvrir qui je suis sans le poids du passé qui me retient. Pour l'instant, je vis au jour le jour. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui me rappellera à nouveau ce que l'amour peut être. Ou peut-être que je savourerai simplement la satisfaction tranquille de savoir que j'ai surmonté cette épreuve. La tempête me rend plus forte, plus sage et prête à affronter tout ce qui m'attend. Quoi qu'il arrive, j'en garderai toujours les leçons. Chérir l'authentique, ne jamais tenir la loyauté pour acquise et m'imposer les mêmes normes que celles que j'attends des autres. La vie n'est pas parfaite, mais elle m'appartient. Et pour la première fois depuis des années, cela me semble suffisant.